Partager écran. C'est ça, non? Toujours. Partager. Hein? Oui, mais il faut que je sélectionne d'abord. Ah, d'accord. OK. Bien. La première fois, là, on était 3, 2. J'avais 2 présents et puis 1 en ligne. Et vous qui savez défendre toujours vos camarades. Donc, la leçon 2, c'est l'émergence de l'océanographie opérationnelle. Donc, qu'est-ce qu'on attend de vous? On attend de vous, à la fin du cours, que vous soyez capable de donner l'importance de l'océan et le rôle important de l'océanographie opérationnelle. Qu'est-ce que nous allons voir tout au long de ce cours? Nous allons voir 5 petites choses. D'abord, l'océanographie opérationnelle, qu'est-ce que c'est? On va voir ensuite l'importance de l'océan et la relation entre la circulation générale des océans et le climat. Pas changement climatique, deux changements climatiques, on va essayer de voir un peu. Et puis quelques enjeux de l'océanographie opérationnelle. Ces différents points, c'est-à-dire ces 4 petits points seront précédés d'une introduction et nous allons finir par une conclusion. Donc, on dira qu'en 1992, la première carte de l'océan produite par le satellite franco-américain Topaz Poseidon fait l'effet d'un coup de tonnerre dans la discipline. Ça veut dire quoi? On avait beaucoup de choses à faire avec les mesures in situ. On va faire des mesures, on prend des instruments, on va en mer jusqu'à et puis on réalise une carte. Maintenant, en 1992, on a traité des images et puis on a regardé ce que c'est la même carte qui s'apparente aux cartes qu'on prend les mesures in situ. Donc, c'est un coup de tonnerre. En 10 jours, donc, cette carte retraçait la circulation générale des océans qui se compare remarquablement bien à celle obtenue par la compilation d'un siècle de données in situ. Parce que pendant 100 ans, on a pris des données, on fait des cartes, et en 10 jours, on fait la même carte. Donc, tu vois que c'est vraiment un coup de tonnerre. C'est ici que tout a basculé. Avec Topaz Poseidon, l'océanographie disposait soudainement, de façon continue, d'observation de l'océan, d'une quantité et d'une qualité jamais atteintes. On va lever un des verrous les plus importants sur la discipline. Qu'est-ce que j'ai dit en introduction? J'ai dit que en 1992, grâce au satellite Topaz Poseidon, en 10 jours, on a la circulation générale de l'océan, ce qui a été possible avec 100 ans de mesures in situ. Donc, soudainement, on voyait qu'on venait d'enlever une épine véritablement dans le pied, puisque en 10 jours, on peut faire le travail de 100 ans. Donc, ça, c'était un espoir. Maintenant, qu'est-ce que l'océanographie opérationnelle? L'océanographie opérationnelle se propose d'établir un système d'observation et de simulation numérique pour suivre et prévoir en continu le devenir de l'océan. Ça veut dire quoi? Ce que, on prend les données météorologiques, ça nous permet de voir la météo de demain ou d'après-demain avec les mesures in situ et avec les mesures satellitaires, on voulait prévoir le devenir de l'océan. Qu'est-ce que l'océan sera? Très bien. L'observation et la simulation de l'océan en temps réel rend possible la livraison régulière de bulletins océaniques comparables aux bulletins météorologiques, mais à des échéances plus larges
de l'ordre de quelques semaines. Donc, ça veut dire qu'au lieu de faire ça, on dit voilà ce qui sera demain. Ça veut dire qu'on prévoit ça dans l'ordre de quelques semaines. L'océanographie opérationnelle repose donc sur 3 piliers fondamentaux. D'abord, sur les mesures in situ. Sur les mesures in situ, dans ces 3 dimensions, mesures réalisées par des navires ou des systèmes automatiques fixes ou dérivants. Il y a des mesures à partir de plateformes spatiales, de la topographie dynamique de la surface, mais aussi de la température de cette surface, de la mesure du vent et d'autres paramètres qui doivent être observés en continu dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire quoi, des mesures satellitaires. Et le 3e pilier, c'est quoi? Des simulations de l'océan, qui se fait par des modèles numériques capables d'assimiler les données pour obtenir l'image la plus réaliste possible de l'état de l'océan et prévoir son évolution. Mais pourquoi ne l'a-t-on pas fait plus tôt? C'est vrai, cela paraît simple en réalité, mais il fallait donc une bonne connaissance du domaine océanique, une mise en œuvre de la technologie de pointe pour les mesures permanentes des paramètres physiques de la mer et le développement de modèles numériques. Il fallait vraiment s'y connecter, avoir une très bonne connaissance du domaine océanique. Il faut maîtriser la technologie de pointe pour les mesures et puis développer un modèle numérique tellement qu'il soit capable d'y arriver. Connaître les paramètres et faire des prévisions. La connaissance des paramètres physiques par des mesures satellitaires et des mesures in situ, combinées à des modèles de description numérique de l'océan de plus en plus sophistiqués, permettent aujourd'hui de cartographier l'océan et de faire des prévisions en 3 dimensions. Ce sont en effet les 3 outils d'une bonne prévision. Quels sont ces 3 outils-là? Il y a les paramètres mesurés, les mesures satellitaires, les mesures in situ et les modèles numériques de description. Si ces 3-là ne sont pas mis en place, on ne peut pas avoir une bonne prévision. Donc, c'est une approche intégrée, comprenant mesures et outils numériques, qui a ouvert la voie à l'océanographie opérationnelle avec tout l'enjeu des applications que l'on connaît dès maintenant. Donc, le système intégré d'observation, modélisation et prévision océanique comprend quoi? À partir des satellites, on a les mesures spatiales, les observations spatiales. Et à partir des données, des bouées et de tout ce qu'on prend pour faire des mesures de terrain, on a quoi? L'observation in situ. Et donc, quand on combine les 2 paramètres, on va faire des modèles qui vont aboutir à la prévision. Ah bon? Jusque-là, ça va? OK. Donc, ici, les océanographes de l'équipe Mercator, ils mettent leur premier bulletin de prévision de l'océan le 17 janvier 2001 à Toulouse. Avec le 17 janvier 2001 matin, ils décrivent avec 15 jours d'avance l'état de l'Atlantique nord et tropical dans tous ses composants. Température de surface, salinité, courant en surface et en profondeur. Donc, tu vois qu'en 2001 déjà,
On fait la simulation, on voit le devenir. J'ai calculé, il n'est pas tout calculé. J'ai calculé tout. Oui. Donc, la sérénité après, en fait, des mois différents. Oui. Dans le même lieu. Ah, mais si l'état de l'océan change, ça change. Oui, donc tu comprends avec moi que quand il pleut beaucoup et que les éléments de sur la terre vont dans la lagune, dans le lac, qui se déversent dans l'eau, la qualité de tout ce qui est dans l'eau là, c'est pas la même chose que ce qui est en séance séchée. Bon, donc voilà le bulletin, le premier bulletin dont je parlais tout à l'heure. Et ça, c'est la température en surface au niveau de l'Atlantique Nord. Ça, c'est le bulletin du Mercator du 6 mars 2002. C'est le 6 mars 2002 qu'ils ont fait la simulation. Et c'est pour prévoir. Enfin, le 6 mars, on a fait, mais ce n'est pas pour le 6 mars. Situation prévue pour le 20 mars. On dit quoi? Le 20 mars, voilà comment sera la température de surface de la mer. Mais on l'a réalisé le 6 mars.
Donc ça, c'est la salinité à 1000 mètres de profondeur, réalisée le 6 mars pour prévoir, pour montrer la situation du 20 mars également. Ce qui est vraiment l'exemple palpable, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Voilà où on est. On est au 28 mars 2001. Et qu'est-ce que les gens font? Les gens font une carte qui va montrer la situation du 11 avril. On est au 28 mars. Et on fait une carte qui va montrer la situation du 20 avril. Cette carte-là, voilà, ça au milieu. Elle a été élaborée le 28 mars. Mais ça montre quoi? La situation du 11 avril. Et le 11 avril, qu'est-ce qu'on fait? On fait la carte du 11 avril élaborée le 11 avril. Quand on regarde approximativement, on a pratiquement la même carte. À quelques différences près. Donc, quand on réalise la carte, voilà la situation de l'eau. La figure numéro 1. Le 28 avril, là, la situation de l'eau, circulation, c'était comme ça. Et on a réalisé le 28 avril la carte qui est au milieu. On dit, ah, le 11 avril, là, voilà ce que l'océan sera. Et puis le 11 avril même, on réalise pour voir effectivement si l'océan sera. Tu comprends? Très bien. Donc, l'océanographie opérationnelle repose sur 3 piliers qui permettent de prévoir l'état de l'océan, qui permet de prévoir ce que l'océan sera. L'importance de l'océan. Je vous ai déjà dit que l'océan était le poumon de la planète Terre. N'est-ce pas? C'est ici, non? Oui. Tu as oublié. Look-moi, j'ai regardé ton devoir, c'est pas bon. Donc, l'océan possède 3 propriétés essentielles dans leur relation avec le climat. Il s'agit de quoi? La capacité de stockage, d'échange avec l'atmosphère, de transport par le courant. Donc, l'océan a une capacité de stockage, l'océan échange avec l'atmosphère et puis l'océan transporte les sédiments par ce courant. Qu'est-ce qu'on dit? Ces 3 ne sont pas indépendantes, mais ces propriétés sont liées par la loi de conservation. Que dit cette loi? Échange égal transport plus stockage. Échange égal transport plus stockage. Ça, c'est la loi de conservation de l'océan. L'océan échange possède plutôt 3 propriétés essentielles qui ne sont pas indépendantes, mais liées par une loi qu'on appelle la loi de conservation. Non, ça c'est ça le marché. Qui est dans la grande salle? Mon patron. Ça va pas me choquer. Donc, comme je disais tantôt, ces 3 propriétés sont liées par une loi qu'on appelle la loi de conservation. Donc, la loi de conservation dit quoi? Échange égale à transport plus stockage. Ces propriétés s'adressent à tous les constituants de l'océan, que ce soit
la masse d'eau, que ce soit l'énergie sous forme de chaleur, que ce soit les corps chimiques, que sont le CO2 ou le O2, le carbone, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut entendre par stockage? On attend par stockage que l'océan est un gigantesque réservoir d'eau, de corps chimiques divers, dont le carbone et la chaleur. L'océan possède 97% de l'eau contenue à la surface de la Terre. Les 3 autres restants alimentent les fleuves, les lacs, les glaciers et les nappes phréatiques. Même ce qu'on boit, ce n'est que 3%. Ce qui est dans les rivières, ce qui est dans les lacs, 3%. L'océan possède 97% de cette masse d'eau sur la Terre. Donc, l'océan est le milieu qui stocke le plus d'énergie solaire sous forme de chaleur. On estime à 70% le flux radioactif solaire entrant dans le système Terre et absorbé et stocké dans les couches superficielles des régions océaniques tropicales. Cette grande capacité de stockage de l'énergie thermique de l'océan est liée à sa masse, à la chaleur spécifique de l'eau de mer qui conduit à une capacité thermique globale de l'océan de plus de 1200 fois supérieure à celle de l'atmosphère. C'est l'océan qui, en restituant une grande partie de cette énergie à l'atmosphère, principalement par le transfert de la chaleur latente associée à l'évapotranspiration, lui fournit l'essentiel de l'énergie nécessaire à sa dynamique. Ce qu'il faut retenir, l'océan, c'est un réservoir de stockage. L'océan stocke l'eau, stocke l'énergie et stocke les éléments chimiques. On estime à 70% le flux radioactif solaire entrant dans le système Terre, c'est-à-dire quoi? Atmosphère, océan et puis continent. C'est chez vous la dernière fois que le gars a dit qu'il ne comprend pas pourquoi il dit que le littoral là, c'est la rencontre, voilà. Malheureusement, il n'est pas là. Il y a un qui est connecté. Bonsoir, professeur, je suis là. Bonsoir. Je suis là. C'est pas les gars, c'est Kofi. C'est ça. Mais c'est toi qui disais que tu ne comprenais pas la définition là, non? Oui, oui. Voilà. Donc, doucement, doucement, j'espère que tu vas comprendre. Ah, mais professeur, est-ce que vous voulez entendre? À des fois, moi, cafouille. Je ne comprenais pas ta question. Sinon, je suis là, c'est Kofi. OK. Bon, donc l'océan échange aussi avec l'atmosphère. L'atmosphère est en contact plutôt pour environ 71% de sa surface avec l'océan et échange avec lui en permanence par rapport à l'eau, la chaleur, de l'énergie, mais aussi de la quantité de mouvement entre les vents et les courants, ainsi que différents corps chimiques, dont le CO2, qui joue un rôle très important dans la régulation du climat. Si l'atmosphère ne changeait pas avec l'océan, ça va être grave et catastrophique parce que tout le dioxyde de carbone, tout le dioxyde de carbone qu'allait rejeter l'océan, où est-ce que ça allait partir? Et tout l'oxygène qui est dans l'atmosphère, où est-ce que ça allait partir? Pendant que nous savons que l'océan occupe véritablement une superficie plus importante que celle de la Terre. Donc voilà toute l'importance de cet échange avec l'atmosphère. Ici, j'ai mis un petit schéma là pour essayer de faire comprendre. On voit l'océan, équateur, pôle. L'océan qui a emmagasiné la chaleur va faire quoi? Va emprunter cette chaleur-là à l'atmosphère. Cette chaleur qui est évacuée va vers les hautes altitudes. Et une partie de cette chaleur va être restituée à l'atmosphère qui, lui, est en contact avec l'océan, va
en ramener aussi à l'océan. Donc, toujours dans l'échange avec l'atmosphère, nous allons voir le cycle de l'eau. Donc, en ce qui concerne l'eau, l'océan restitue en moyenne par évaporation, c'est pas évapotranspiration, par évaporation, on parle d'évapotranspiration quand il s'agit des feuilles. Mais par évaporation, 1 mètre d'eau par an à l'atmosphère. L'océan restitue en moyenne par évaporation 1 mètre. Un mètre cube, 100 ans d'eau par an à l'atmosphère qui est ainsi nourrie en vapeur d'eau. C'est une quantité de laquelle il faut retrancher 80 cm de précipitation locale pour obtenir le bilan net. Le bilan net de l'océan, c'est quoi? Évaporation moins précipitation. Le sol va être négatif pour l'océan, d'environ 20 cm3 que l'atmosphère restitue par précipitation sur les continents et qui retourne dans l'océan par les fleuves. Ça, c'est le cycle de l'eau. Il va arriver que l'océan va restituer à l'atmosphère 1 mètre cube d'eau par an et que l'atmosphère, par condensation de nuages, va envoyer les précipitations, 80 cm3 d'eau, précipitations sur la Terre. Donc, il va rester 20 dans l'atmosphère. L'atmosphère va retirer ça sous forme de précipitations, c'est-à-dire les pluies, qui vont tomber pas sur l'océan, mais sur la terre ferme. Mais qu'est-ce qui va se passer? Toute l'eau qui tombe sur la terre ferme va couler vers le lac ou bien les nappes phréatiques, mais va arriver aussi par le fleuve à l'océan. Comme le disait le célèbre topographe, l'eau coule d'un point haut vers un point bas. Donc, si l'eau tombe en amont, forcément, l'eau va aller au niveau zéro qui est l'océan. Donc, le schéma est un petit schéma en bas qui nous permet de comprendre mieux ce que je suis en train de dire. Toujours dans les échanges, l'océan échange du mouvement avec l'atmosphère. Le mouvement avec l'atmosphère se voit par le phénomène de l'apolie. Vous voyez le premier schéma, que le vent déforme la surface de la mer et lui transfère de l'énergie. Sur une mer d'abord calme, le vent crée des rides, des vagues, puis de la houle. Il se produit ce qu'on appelle quoi? La turbulence dans les couches superficielles. Qu'est-ce qui va suivre? La couche superficielle va se pousser vers le large. Il va se créer donc un vide au niveau de l'océan, figure 2. Il va se créer un vide. Ce vide va être comblé par les eaux froides qui viennent de la profondeur. Ces eaux froides vont venir de la profondeur, non seulement, mais avec des éléments nutritifs. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'apolie. La remontée des eaux froides de la profondeur à la surface avec des éléments nutritifs. Pourquoi est-ce que cela peut être possible? C'est parce que le vent déforme la surface de l'océan en poussant la couche superficielle vers le large, créant un vide. Ce vide-là sera comblé par les eaux froides à la surface. Donc, c'est les schémas d'illustration qui sont là pour équilibrer. Donc, la mer se rééquilibre, la couche chaude s'enfonce vers le large et puis les eaux froides remontent près des côtes. Ça, c'est le phénomène de l'apolie. C'est pourquoi vous allez voir que ces eaux qui viennent de la profondeur là sont très productives et poissonneuses parce que les poissons qui déchirent les sels, les éléments nutritifs vont poursuivre les eaux qui viennent de la côte. Donc, l'océan échange aussi des substances, c'est-à-dire des liquides.
Donc, les emprunts formés par le déversement des vagues entraînent dans les gouttelettes d'eau tous les composants de la couche de surface de la mer. Ça peut être des substances chimiques, ça peut être des planctons. On a vu les eaux et les phytoplanctons. Donc, ça peut être des planctons. Si les gouttelettes formées par les bulles d'air ne se déposent pas rapidement, elles engendrent des particules ou des gaz et constituent un dépôt très agressif pour la surface continentale en s'éclatant. Les gouttes de pluie qui traversent les masses atmosphériques dissolvent les gaz et capturent des particules. Elles transportent à la surface de l'océan des substances variées, des sels nutritifs, composés organiques, des métaux lourds, etc., souvent produits à des très grandes distances considérables. Les zones industrielles et les zones urbaines en particulier. Les vents distribuent la matière sur la surface océanique, ce qui peut contaminer ou fertiliser la couche de surface par dépôt de nutriments sur les zones oligotrophes. Voilà un peu, comme je le disais là, tout ce qui arrive dans l'eau, généralement, c'est sur la terre ferme que cela se passe. L'océan échange aussi de la chaleur. La source énergétique qui est le soleil. La source, c'est le soleil donc produit de la chaleur. Cette chaleur va arriver à la surface de l'océan. Une partie va s'infiltrer dans l'océan, mais une partie sera restituée à l'atmosphère. D'autres vont aller vers l'espace et d'autres vont revenir dans l'océan. Bon, c'est pratiquement la même chose. Donc, la source, c'est le soleil, produit de la chaleur. Une fois à la surface, une partie va pénétrer, une partie va être repoussée dans l'atmosphère. Dans ce qui va dans l'atmosphère, là, il va arriver qu'une partie continue et une autre partie revienne encore au niveau de l'océan. Donc, les échanges de chaleur de l'océan avec l'atmosphère se font par rayonnement. On a vu les rayons incidents, les rayons réfléchis, les rayons et les détections. C'est bon? Donc, se font par rayonnement infrarouge. L'océan reçoit de la lumière du soleil et émet un rayonnement infrarouge. Ces échanges se font également par conduction. Par exemple, lorsqu'un courant chaud circule sous une masse d'eau froide et enfin sous forme de chaleur latente, l'évaporation de l'eau prend de la chaleur de l'océan et la libère dans l'atmosphère lors de la condensation de la vapeur d'eau. On dit souvent, ça c'est pluie acide. Bien. Donc, l'autre propriété, c'est le transport. Et dire que le transport se fait par la circulation océanique. Donc, l'océan est susceptible de transporter d'énormes quantités d'énergie sur de très grandes distances par les courants océaniques.
Ce transport s'opère par les courants dont l'ensemble constitue la circulation générale océanique. C'est cette circulation générale-là qui est élaborée là. Et elle est plus, peut-être, plus complète ici. Quand je prends au niveau de l'Afrique, vers la bas ici, sur nos côtes, est-ce que vous voyez? Sur nos côtes là, il y a deux circulations. Une circulation surface qui quitte l'ouest vers l'est, tout à fait en haut. Il n'y a pas de pointeur, je n'arrive pas. Regardez où il y a Côte d'Ivoire là, vous ne connaissez pas Kadhafi. Eh, tu ne vois pas? Tu as vu Côte d'Ivoire? Oui. Il y a une flèche, il y a une circulation tout à fait au-dessus là. Oui. Ça quitte l'ouest, ça va vers l'est. Oui. Maintenant, en dessous, tu vois qu'il y a un qui est dans le sens contraire. Tu ne vois pas? Viens, viens, sors ici, viens me montrer Côte d'Ivoire. Hein? De la zone. Dans quelle zone? Dans cette zone. Quelle est la couleur de cette zone? Vert. Un peu jaune. Ok, montre-moi le courant ouest-est. Ouest. Ouest-est. Où est l'est par rapport à la Côte d'Ivoire? L'est. L'est ici. Ok, où est ouest? Ouest ici. Ok. Où est le courant ouest-est? Ouest-est. Ouest. Courant, courant, courant. On parle de courant marin, on est dans la mer. Ce gars, il fait quoi? Où est la mer? Où est le littoral de la Côte d'Ivoire? Aïe. Donc, courant que tu voyais là, c'était où? Ce que tu voyais là, il faut le montrer. Merci. Ça est où? Le passé, Mais où tu as mis ta main là? On est dans la mer ou on n'est pas dans la mer? Mais où est le problème? Bon, ok. Montre-moi le courant maintenant, ouest-est. Comme tu connais la mer. Ouest, vers l'est. J'ai dit au niveau de la Côte d'Ivoire. Est-ce que où tu as mis ta main là-bas là? L'eau qui est là-bas là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Pas la Côte d'Ivoire. Où tu as mis ta main là, c'est pas la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire là, il y a Libéria. Avant de trouver l'océan, il y a Libéria. Donc il y a Libéria et puis il y a Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, il y a Ghana, Togo, Bénin, Nigeria. Tu connais où au moins se trouve le Nigeria? Hein? Nigeria, c'est tout le pays. Non, toi, tu ne faut rien, tu es nul même. Ah, tu ne connais même pas où se trouve ton pays. Tu ne sais pas qu'il y a océan chez vous.
Quand tu mets Nigeria au sol là-bas, là, ça veut dire qu'il n'y a même pas de produit océanique. Hein? C'est quelle filière et tu option? Heureusement, tu étais au lit là, il allait te chasser ici de la salle avec un zéro à l'appui. Et il y a tout budget à cause des types là. Côte d'Ivoire, ça ici, n'est-ce pas? Voilà l'océan qui est pour la Côte d'Ivoire. Ça c'est ici. Il y a Togo, maintenant, j'ai dit, montre-moi le courant ouest-est dans la Côte d'Ivoire. C'est pas ce courant qui vient ici. C'est pas ça. Où est la difficulté? Il dit, sous ce courant, il y a un autre qui est dirigé est-ouest. C'est pas ça qui est là. C'est pas ça. Bleu, là, tu ne vois pas les flèches. Mais est-ce que ce n'est pas sous la Côte d'Ivoire? Bon, fallait t'asseoir. Tu ne comprends pas cette année, l'année prochaine, tu vas comprendre. Aïe! Où est-ce qu'il y a du là? Montre-moi. Dis-moi ce qui est dur, ce que tu ne comprends pas là. On me dit. Bon. C'est le chemin, il n'est pas compris. Ça, tout ce que tu vois là, c'est la circulation générale de l'océan. Tout ce qui est là. C'est ce qu'on appelle circulation générale de l'océan. Maintenant, il dit de façon spécifique, dans nos eaux, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, il y a deux types de courants, de grands courants. Il y a le courant de surface qui est orienté ouest-est, voilà ça, qui est en rouge là. Et puis, en bas de ça, quand on va un peu plus en profondeur, il y a un sous-courant qui est orienté est-ouest. C'est celui qui est en bleu là. C'est bon maintenant. Ça va être bon d'être. Ou bien, aménagement de terre des écosystèmes, il n'y a pas l'écosystème, il n'y a pas l'eau dedans. Bon. Relation entre circulation générale de l'océan et le climat. Parmi les courants qu'on vient de voir, il y a des grands courants. Hein? De bord ouest, comme le Gulf Stream. C'est ça qui est en rouge là. Gulf Stream. Sur l'Atlantique Nord, ou le Kuroshio, sur le Nord Pacifique. On dit quoi? Il joue un rôle prépondérant dans le transport de chaleur méridien. Ces courants naissent sous l'influence combinée de la rotation terrestre, des vents et des flux de chaleur à l'interface océan-atmosphère. Ovi, tu comprends qu'il y a l'interface océan-atmosphère. Donc, à cette interface, il y a le naissance de courants sous l'influence combinée des rotations terrestres, des vents et des flux de chaleur. Ils contribuent au caractère turbulent de l'océan car ils engendrent eux-mêmes des tourbillons d'environ 100 km de diamètre véhiculant des énergies importantes. Le Gulf Stream transporte ainsi une énergie de l'équateur vers les pôles. Tu vois, non? Il est ici. C'est qui est en rouge là. Il prend l'énergie ici. Voilà, Cuba, Centrale, Amérique centrale, et tout ça, il va vers les pôles. Il arrive vers l'Europe ici. De l'ordre de 2,10 kW, non, de 2 puissance 15 watts, soit 2 pétawatts, l'équivalent de ce que fournirait environ 1 million de centrales électriques de 1000 mégawatts chacune.
La quantité de chaleur que l'océan produit, que le Gunstrom seul transporte là. C'est-à-dire que si on prend 1000 stations de centrales électriques et que ces centrales électriques-là, chaque centrale a 1000 mégawatts, c'est comme ça qu'ils peuvent atteindre la quantité de chaleur que produit le seul élément. Par conséquent, on dirait que l'océan est plus que important pour la Terre. Donc, cette circulation contribue au transfert de la chaleur depuis les tropiques vers les pôles. Le principal moteur de la circulation thermocline se trouve ainsi dans l'Atlantique Nord. On se demande si le réchauffement climatique lié à l'excès de gaz à effet de serre pourrait perturber la circulation générale des océans au point de ralentir, voire même de le bloquer. L'océan connaît également des variations à l'échelle de la saison, liées aux variations d'intensité des vents et du refroidissement ou du réchauffement solaire des eaux aux différentes saisons. Il existe un lien direct entre les saisons océaniques et saisons atmosphériques, avec toutefois un décalage de temps. C'est ainsi que l'été océanique a lieu pendant l'automne. L'été océanique, c'est quand il fait automne sur la terre ferme. Ce cycle saisonnier peut lui-même être perturbé par des événements inhabituels. Le déséquilibre qui s'ensuit peut alors avoir des conséquences importantes sur le climat et donc sur les populations. C'est le phénomène de El Niño. El Niño, littéralement courant de l'enfant Jésus, car il apparaît peu après Noël, désigne à l'origine un courant côtier saisonnier chaud au large du Pérou. Le transfert des masses d'eau chaude vers l'est entraîne un dérèglement complet du système climat à l'échelle du bassin pacifique. Sécheresse à l'est et précipitations à l'ouest. Mais également à l'échelle globale via les hautes couches de l'atmosphère résistant autour du globe. Qu'est-ce qu'a dit? Le transfert des masses d'eau chaude vers l'est entraîne un dérèglement complet du système climat à l'échelle du Pacifique. Comme dans un même pays, bien même truc, il y a sécheresse à l'est, pendant qu'il pleut à l'ouest. Ça, c'est un déséquilibre. Ça peut aller jusqu'au niveau global, avec des hautes couches de l'atmosphère qui transitent autour du globe. L'océan joue un rôle aussi important que l'atmosphère dans la régulation du climat terrestre. En transportant des eaux chaudes des tropiques vers les hautes altitudes, dans le Golfe Stream par exemple, et des eaux froides des hautes latitudes vers les tropiques, l'eau profonde nord-atlantique ou l'eau antarctique de fond par exemple. Il représente également un réservoir de chaleur immense, ce qui lui donne le rôle de modérateur des variations climatiques. C'est en quelque sorte la mémoire du système climatique terrestre, avec l'océan. Le climat qui fait sur la Terre, c'est l'océan qui permet ça. Le comportement de l'océan influe directement sur la Terre. On dit quoi? Il est également le réservoir de chaleur immense, 1000 fois plus important que l'atmosphère, ce qui lui donne le rôle de modérateur des variations climatiques. Comparez par exemple les différentes températures entre l'été et l'hiver sous des climats continentaux et océaniques. Donc, c'est l'océan qui fait la régulation du climat sur la Terre. On dit changement climatique, là, tout ça là, c'est l'océan. Bien, ça c'est quelques enjeux.
Bien, les enjeux de l'océanographie opérationnelle. Les analyses et prévisions tridimensionnelles systématiques de l'océan présentent un intérêt incontestable pour bon nombre de secteurs. La connaissance de l'état de l'océan à 3 à 4 semaines avant, au profit de la navigation commerciale, des plateformes onshore, des flottes de pêche ainsi que des forces navales. La prévision météo-océanique en zone côtière, érosion, implantation d'ouvrages, dispersion de pollution permanente ou accidentelle, les centres de météorologie développent à cet effet des systèmes opérationnels de prévision d'état de la mer et de courantométrie, intégrant les mesures altimétriques et les autres mesures disponibles. Il y a aussi le suivi des variations du niveau moyen des mers depuis 13 ans, qui permet d'évaluer différents modèles d'évolution à long terme du climat, pour tenter de donner des réponses aux questions qui sont le rythme du réchauffement climatique, le rôle des rejets des gaz carboniques et le rôle régulateur de l'océan. Les transports et les opérations en mer font aussi partie des services que peuvent rendre l'océanographie opérationnelle. Au niveau, par exemple, du transport, les grandes compagnies maritimes sont en train d'évaluer les avantages que peut leur apporter une prévision opérationnelle des courants de surface, outre la prévision météorologique, dans leurs outils de routage. Au niveau des opérations en mer, par exemple, l'industrie onshore fait partie des utilisateurs. Connaître et prévoir le courant sur toute la profondeur de l'océan peut aider à faire des choix opérationnels appropriés pour la sécurité des manœuvres délicates de manipulation des câbles ou des pipelines. On trouve également des utilisateurs dans la compagnie de téléphonie, télécommunications ou d'électricité pour des raisons en matière de pose de câbles sous-marins. Donc, l'océan, véritablement, l'enjeu, c'est toutes ces choses-là, la navigation, la pêche, les courants. C'est-à-dire qu'on fait l'océanographie opérationnelle pour prévoir, pour dire que ici, là, on peut poser une câble, ici, là, le bateau peut venir, ici, là, il n'y a pas de tourbillon, on peut naviguer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà un peu présenter le cours sur hein? Au cours de ces dernières années, l'évolution de la recherche sur le a permis à tout instant et à tous les recoins de notre planète bleue de décrire l'état de l'océan, composante incontournable de notre environnement, en routine, à tout moment, en temps réel et à l'échelle globale, au large, près des côtes, en surface comme en profondeur, de décrire, expliquer et prévoir le devenir de l'océan. En d'autres termes, avoir sans cesse un océan d'avance. Voici un peu présenté tout le blablabla que j'avais à dire sur tout ce qu'on avait à dire sur l'émergence de l'océanographie opérationnelle. Voilà.
Question? Question? Lukman, question. Bien, donc on va faire la leçon 3. Pour avoir les ressources associées à l'environnement marin, il faut vraiment l'observer. Donc, observation de l'océan. Bien, la structuration du cours, c'est 2 points. L'observation de l'océan depuis l'océan, c'est-à-dire les mesures in situ, et puis l'observation de l'océan depuis l'espace, c'est-à-dire les mesures, les paramètres mesurés, les mesures spatiales. Donc, je dirais que les mesures et les observations de l'océan ne datent pas d'aujourd'hui. C'est la pose du premier câble télégraphique sous-marine en 1851 entre la France et la Grande-Bretagne qui a fait prendre conscience de la nécessité de mieux connaître les fonds marins. C'est-à-dire quoi? La topographie, la température, les sédiments, le courant. Parce qu'il fallait poser le câble pour communiquer entre la France et la Grande-Bretagne. L'expédition britannique du navire Challenger de 1892 à 1896, avec ses quelques 400 stations de mesure réparties dans les océans Atlantique et Pacifique, Atlantique, Pacifique et Indien plutôt, fut la première à réaliser de variables observations. Non. L'expédition britannique du navire Challenger de 1872 à 1876, avec ses 400 stations de mesure réparties dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien, fut la première à réaliser de véritables observations de l'océan. Ce fut un succès et le début d'une science océanographique depuis 1800. D'autres expéditions, donc, ont suivi, mais les moyens dont on disposait rendant les campagnes de mesure et d'exploitation très longues. Il a fallu attendre le milieu du XXe siècle et ces formidables progrès technologiques, notamment et en matière de communication spatiale, pour accéder à une connaissance dynamique des océans. Depuis la fin des années 60, l'électronique et sa miniaturisation permet de faire des mesures océaniques in situ de plus en plus précises et en permanence. À la fin des années 70, la mise en place du système de collecte de données et de localisation par satellite à couverture mondiale a donné aux mesures de la faculté d'être disponible quasiment en temps réel dans tous les laboratoires concernant de la planète.
Oui, allô? Bonsoir. Pardon, je suis au cours, je vais te rappeler. Ce système a été mis au point dans le cadre d'une collaboration franco-américaine entre le Centre national d'études spatiales et la National Ocean and Atmospheric Administration, c'est-à-dire NOAA et CNES. Il est exploité en France par Collecte et localisation par satellite, CLS, filiale commune de CNES et de IFREMER. Il y a eu donc quelques mesures in situ. Donc, beaucoup de variables in situ mesurées. Température, salinité, pression, conductivité, le courant, et puis il y a les paramètres physico-chimiques. Il y a des applications dans les domaines variés, l'océanographie, la biologie, la météorologie, la climatologie, la sismologie. Donc, l'océanographie opérationnelle donc, utilise les profils de température et de salinité et les mesures de vitesse le long des trajectoires des flotteurs qui viennent compléter les données observées par satellite. Voilà un flotteur, par exemple. Et donc, partout où ce flotteur s'en va, on va prendre des mesures. Et donc, si on a une image satellitaire de la zone, on va comparer les mesures in situ que le flotteur a pris aux mesures satellites. Voilà, ça c'est un bouée fixe. Lui, il ne se promène pas. Mais il prend des mesures à chaque saison, à chaque période de la zone. Hein? Oui, oui, dans la mer. Les bouées fixes ou bouées ancrées ou mouillage entrent dans la catégorie des capteurs qui permettent, en un lieu donné, de suivre l'évolution des paramètres océaniques, tels que la température, la salinité, le courant, en fonction de la profondeur et du temps. Les bouées et les flotteurs dérivants entrent dans la catégorie des capteurs qui évoluent librement au gré des vents. C'est-à-dire c'est le vent qui les fait bouger. Et donc, tu poses, le vent fait bouger, tu prends ces mesures, après tu viens récupérer pour avoir tes mesures. En fonction de leur situation, ils donnent des indications sur les courants de surface et en profondeur jusqu'à 2500 mètres. Parce que c'est au gré du vent. Donc là, ils vont bouger, tu vas voir comment circule le vent. S'ils vont à gauche, ça dit, tu vas dire que le vent part de droite à gauche, ainsi de suite. Bien, ce qui permet encore de faire des mesures in situ, c'est des bateaux. Les navires océanographiques sont les moyens les plus lourds. Une importante intervention humaine. Donc, ça, c'est coûteux. Par exemple, ça, c'est un bateau de Ifremer. Vous avez ici Ifremer. Voilà. Grande diversité de mesures avec des moyens de précision. On a dit quoi? On a dit d'abord qu'il y avait des flotteurs. Après, on a dit qu'il y avait des bouées fixes ou mouillage. Et on vient de dire qu'il y a des navires océanographiques. Hein? Et ils nécessitent une importante intervention humaine. Et on a vu quoi? Il y a des navires de commerce. Puisqu'on ne peut pas, tous les laboratoires ne peuvent pas avoir des navires pour faire des mesures, on peut utiliser les navires de commerce. Le long de leur trajectoire, toi, tu fais des mesures. Permet de répéter à moindre coût des observations dont l'exécution est aisée sur le long de leur ligne de navigation. C'est-à-dire que quand ils vont, tu peux faire des mesures, quand ils viennent, tu peux faire des mesures. Pour comparer. Si tu as raté des mesures en aller, au retour, tu peux les faire. Donc, les mouillages sont aussi coûteux car il faut un bateau pour aller les déposer, les entretenir et les rechercher. Les flotteurs dérivants sont moins onéreux. Ils nécessitent un bateau pour leur mise en place initiale, mais ont ensuite leur autonomie qui peut aller jusqu'à 5 ans.
La quasi-totalité de ces points de mesure sont maintenant équipés de balises Argo. Les données sont transmises à un centre de traitement qui les met à la disposition des utilisateurs en temps réel. Pour plus de détails sur les procédés utilisés et principes de fonctionnement, voir le site suivant. Ça, le système Argo, c'est que quand on a déposé les flotteurs, il ramène les données dans un laboratoire et puis toi, tu es connecté, tu prends les données pour faire ta utilisation. Tu n'es pas obligé d'aller les chercher. Quel programme écoute-t-il? Un grand nombre d'équipes travaillent dans le monde entier. Géophysiciens, biologistes, climatologues, océanographes ont besoin pour leurs travaux théoriques ou appliqués d'une pluralité de données océanographiques. Comment utiliser au mieux toutes ces opportunités technologiques et multiformes et multiples qui mesurent? Comment utiliser au mieux toutes ces opportunités technologiques et multiples mesures qui permettent d'obtenir l'évolution de l'océan et qui concernent l'ensemble de la planète? Une recette éprouvée, la coopération, le partenariat et la pluridisciplinarité. Si tu ne coopères pas dans le monde, si tu n'as pas de partenaire, si tu ne fais pas une pluridisciplinarité, telle que les océanographes, les climatologues, les biologistes, tu ne peux jamais profiter de l'ensemble de ces mesures. Bon, ça, c'est du blablabla, hein? C'est du texte. J'ai parlé de coopération, n'est-ce pas? J'ai parlé de partenariat et de pluridisciplinarité. En fait, c'est des organismes, soit mondiaux, soit au niveau sectoriel. Voilà, donc, pour dire que tous ceux-ci, ils conjuguent les efforts pour que vraiment, que ce soit les bouées fixes, que ce soit les flotteurs, que ce soit les bateaux océanographiques ou bien les bateaux commerciaux, ils aient vraiment les données à mutualiser pour véritablement avancer. C'est dans le même ordre. Bien, donc dans ces coopérations-là, l'initiative la plus récente est le déploiement mondial d'un réseau de flotteurs profileurs qui dérivent à terme, qui doivent à terme fournir 100 000 profils par an sur les 2000 périmètres. Les 2000, c'est-à-dire que les 2000 premiers mètres de la mer là, doivent fournir 100 000 profils. Le programme Argo a été lancé sous l'égide de la COI par 18 pays, par 18 de ces pays membres. Le programme Argo complète les mesures altimétriques de Jason et Envisat et permet ainsi d'alimenter le modèle numérique. Bon, comme je dis. Voilà. Donc, ça, c'est les programmes compilés ensemble et puis ils ont une plateforme où ils mettent les données dessus pour que les uns et les autres puissent avoir accès. Et là, il s'agit de données in situ, ce n'est pas des données spatiales. Voilà, en fait, il y a 2527 flotteurs. C'est-à-dire que à la date du 14 septembre, c'est l'origine internationale Argo Formation Center, le centre de formation Argo. C'est-à-dire que pour tout ça, c'est des flotteurs noirs. C'est des éléments pour mesurer les paramètres. Donc, les réseaux Tao et Argo, équipés de balises Argo, transmettent leurs données par satellite à un centre de réalisation qui les distribue aux équipes concernées, quasiment en temps réel, soit par Internet, soit via le GTS, Global Technical Communication System, ou une organisation météorologique mondiale. Le traitement en temps réel des données
du produit est effectué principalement dans 2 centres spéciaux situés, l'un en France et l'autre aux États-Unis. Donc, vraiment, IRM, le projet Coriolis, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, qu'on met à IRM, Institut de recherche pour le développement, et puis Mercator, IFREMER, Show, Météo France, IPEF, ressemble à un réseau de données incluant Argo et les données des navires de recherche. Beaucoup d'équipes de recherche français et étrangers transmettent leurs données des campagnes en temps réel au Centre océanographique Coriolis. Mais aujourd'hui, ces réseaux de mesure concernent seulement les couches superficielles de l'océan, c'est-à-dire 0 à 2000 mètres de profondeur. Au-delà, on ne dispose pas ou on a peu de données. Celles ici des stations de faites par les navires océanographiques et qui sont des opérations lourdes, coûteuses et ponctuelles, celles aussi de quelques très rares mouillages à durée de vie limitée. L'océan profond reste donc peu observé, lacune regrettable pour l'avancée des connaissances, entre autres pour la relation océan-climat et pour la surveillance des autres paramètres. Voilà ce qui va faire naître l'océanographie spatiale, les mesures spatiales. Parce que, bon, ce qu'on va mesurer ici, là, c'est de 0 à 2000 mètres. Après ça, là, on n'a pas de mesure. Des progrès énormes ont été réalisés au cours des 4 dernières décennies, en particulier grâce à l'avènement de nouveaux outils d'observation des satellites qui ont offert une vision globale, continue, homogène des océans. Ce volet d'observation spatiale, depuis décembre 2001, sur les satellites, s'appuie depuis 2001 sur les satellites dédiés, Jason 1, puis Jason 2, successeur de TOPAZ. Ces 3 satellites conçus exclusivement pour restituer le relief à la surface océanique mesurent avec une précision de l'ordre du centimètre le niveau global des mers. Paramètres très sensibles aux fluctuations de la circulation océanique et des transports d'énergie et des matières associées. Le tableau ci-dessous résume les paramètres permettant de décrire la surface des océans de l'ordre où ils ont été élaborés depuis l'espace. Donc voilà, ça c'est les satellites, comme je l'ai dit là. Voilà ce qui mesure, paramètres mesurés, l'instrument qui mesure la mission concernée. L'instrument, il faut attendre par l'instrument le capteur. Voilà. Le pèse de cohésion, radar arithmétique, orbitographie de précision. Après tout pèse et trucs là. Il y a CryoSat. Et ici, il y a S1 et S2. Il y a QuickSat. OceanSat, ainsi de suite. Pourquoi vous voulez calculer et tester la pluviométrie d'une zone en l'absence de données instituées? Est-ce que l'homme doit s'en servir de ce? Bon, les données institut servent vraiment à valider. On peut calculer, mais est-ce que ça sera, je vais dire, il faut valider, sinon, quand c'est pas validé là, c'est pas trop. Il est toujours important de valider les données. On peut se fier à ça, hein? On a fait l'expérience, les preuves, machin. Mais toujours dit que la validation reste importante.
Monsieur, sous des sommes, si l'homme a besoin de devenir instructif, une fois là, les données elles sont à même. Il faut connaître quelqu'un qui écrit. C'est pas évident. Donc, je disais que on fait de l'observation pour l'océan, depuis l'océan, l'espace aussi. Parce que si on veut rester à 2000 mètres seulement, on ne va pas se laisser pas dans le fond. Ça ne veut pas arranger. Et ici, j'ai dit quoi? La liste de l'Organisation météorologique mondiale, dont le site de l'organisation donne tous les programmes satellites passés en service et les programmes qui sont à venir. Application météorologique et observation de la Terre. Cette base de données unie fournit aussi le détail des programmes et des instruments de mesure. Les données issues des mesures spatiales sont transmises en temps réel au centre d'exploitation qui les diffuse au laboratoire et centre opérationnel. Pour la partie observation spatiale de l'océan, plusieurs organismes mettent à la disposition des utilisateurs des données en temps réel, en particulier pour la Marine Corps Service de Copernicus, opéré par Mercator Océan. Il s'agit du CNS via Aviso, du SAF Océan et Glace de mer, sans oublier le CARESAT, Centre de traitement des données de l'IFREMER. Bien, on montre ici des exemples de cartographie, la topographie dynamique absolue, et puis de la température de surface, ça c'est passé comme ça. Donc, en conclusion, disons que les mesures spatiales, les mesures in situ et les modèles numériques, quels aliments constituent les trois piliers de l'océanographie fondamentale, constituent les trois piliers de l'approche intégrée fondamentale de l'océanographie opérationnelle. Les mesures in situ donnent l'accès au profil et température de salinité en fonction de la profondeur. Combinées
La topographie mesurée par satellite, ces deux grandeurs fondamentales de l'océan physique permettent une description tridimensionnelle de l'état de l'océan. À titre indicatif, les satellites réalisent 50 000 mesures par jour et par altimètre, tandis que l'on dispose de quelques centaines de mesures in situ par jour. En outre, cet ensemble permet d'estimer en permanence la cohérence des diverses mesures et de contrôler les risques d'erreur ou dérives instrumentales, validation croisée et ou inter-installage direct, ainsi de suite. Donc vraiment, il faut, c'est vrai, les mesures in situ pour valider, mais les mesures spatiales ont révolutionné dans la connaissance de l'océan et de tous ses paramètres. Voilà un peu ce que je voulais que vous compreniez. Vous avez ces coûts-là, donc vous exploitez. Hein? Partie ici, là, vous n'avez pas. Pourquoi? Vous n'avez pas ça. Ça, là, vous n'avez pas. Bien. Cet exercice-là, il faut le prendre et rendre. Voilà, je parle de ça. Est-ce que c'est ça qui est affiché? Non, c'est pas ça qui est affiché. Voilà. Je confie.
Bien. C'est bon? Ok, je crois que jeudi, on peut finir.